Process de développement. Donc au cours de ce chapitre, on va voir comment on va gérer le code des développeurs. On va voir comment on va permettre à une grande équipe de développeurs de travailler tous ensemble en toute sérénité. Donc, au cours de ce chapitre, on va voir ce que c'est un source control, ce que c'est un repository, git flow, pull request, on va finir par une démo. Donc ceci est une bactérie qui se fait attaquer par des virus, un peu de partout, hein. Et ce virus s'appelle bactériophage. Donc ce type de virus, ils ont une bactérie spécifique à attaquer. Donc dès qu'il se pose sur les parois de la cellule, il injecte son ADN. Son ADN il va aller tout droit dans le noyau de la cellule, de la bactérie. Ce noyau va exécuter les instructions de l'ADN. Et la cellule elle va produire ce virus. Et à la fin, ça va finir par faire exploser la bactérie. Donc si on s'intéresse à la structure de ce virus, cette partie-là, hein, donc on voit que l'élément important c'est l'ADN. Donc un virus sans ADN, il est inoffensif. Donc c'est pour ça qu'il protège cet ADN avec ce qu'on appelle la capside. Donc c'est une protéine hein, qui protège l'ADN des éléments externes, lumière, etc. Donc on voit bien que la nature utilise le DevOps depuis des milliards d'années, avant nous. Hein. Donc si on fait l'analogie avec le DevOps, donc l'ADN c'est le source control, c'est le code. La capside c'est le source control, dans notre formation ça sera Git, donc c'est lui qui contient et protège le code. Le noyau ça va être le serveur, c'est lui qui héberge le code. Et la cellule, c'est l'application, c'est elle qui exécute le code derrière. Donc vous avez bien compris le rôle de source control. Donc principalement, c'est de sécuriser le code, gérer le versionning, historique du code. Donc à tout moment, on sait qui a fait quoi. Ça veut dire la traçabilité, la collaboration entre développeurs et automatisation des tâches. Donc sur Git par exemple, dès qu'on commit un code, on peut générer des builds, des tests, etc., etc. On verra ça de toute façon plus tard dans la formation. Donc quelques bonnes pratiques. N'hésitez pas à conseiller vos développeurs par exemple de faire des petits commits. Chaque fonctionnalité, faire son commit, mettre un beau commentaire pour expliquer ce qu'on a fait. C'est important quand on voit l'historique de lire les commentaires, ça aide à diagnostiquer et analyser les bugs par exemple. Hein. Donc avant de pousser le code, c'est important de relire un peu son code, le merger, compiler, voir si ça build en local, ensuite le tester pour voir voilà si tout fonctionne bien, et ensuite le pousser. C'est important parce que si vous travaillez dans une seule branche avec plusieurs développeurs, ça peut les bloquer, et ça peut générer des frustrations après. Hein. Il faut éviter ce genre de problématique. Donc éviter de pousser des fichiers personnels, c'est pas le but. Le but c'est de partager des fichiers. Il faut update aussi les branches continuellement. Par exemple, chaque matin vous arrivez, vous mettez à jour votre branche. Ça sert à rien d'attendre jusqu'à la fin du sprint pour mettre à jour avec la branche cible. Comme ça vous évitez les gros merges. Et à la fin, il est très recommandé d'attacher vos commits à des tâches. Comme ça, quand vous voyez votre board, à tout moment, vous pouvez voir le commit et le code associé. Ça peut aider. Type de source control, donc on a deux types de source control. On a le centralisé et le distribué. Donc dans cette formation, on va voir Git qui est distribué. Et on va pas parler de tout ce qui est centralisé. Git a été créé par Linus Torvalds, c'est le créateur de Linux. Dans une interview, il a dit, on lui a demandé pourquoi vous avez appelé Git, qui est à peu près l'équivalent de, excuse-moi le terme, mais qu'on a en argot britannique. Et là, il répond mot par mot, hein, c'est je suis qu'un sale égocentrique, donc j'appelle tous mes projets d'après ma propre personne. D'abord Linux, puis Git. Voilà. Donc ça c'est marrant. Donc pour revenir à l'historique de Git, comment il a été créé,
Donc c'est lié à l'histoire de Linux, hein, il faut le savoir. Donc au départ, le noyau Linux, c'est un projet open source. Donc il y avait une communauté qui participait au développement du noyau. Donc entre 91 et 2002, donc les modifications étaient transmises sous forme de patch, hein, ou par mail, voilà, c'était pas maintenable. Donc en 2002, Linus Torvalds il a dit bon, il faut qu'on trouve une solution. Et du coup, il a décroché un contrat avec BitKeeper. BitKeeper, c'est un outil qui gère voilà, source contrôle, et il était payant. Il y avait une licence payante. Donc ils ont fait une exception pour le projet Linux. Linus Torvalds, il a dit ok, du moment où on a une licence gratuite, ça ira. Bon, la communauté, ils ont commencé un peu à râler, ils ont pas accepté, ils ont dit ouais, nous on fait de l'open source. Il a dit écoutez, je trouvais que ça, c'est gratuit en plus, on va faire avec, tant qu'on trouve autre chose. Donc ça se passait bien, jusqu'à 2005 par contre, où là ça, les problèmes ont commencé. Donc BitKeeper, ils ont dit, bref, il y avait pas mal de problèmes, hein. Donc, ils ont dit, non, finalement vous allez payer. Donc Linus Torvalds, il a suivi l'affaire de loin, il a dit ok. Et après un congé de 2 semaines, et au bout de 2 semaines, il s'est enfermé chez lui comme il fait d'habitude, hein. Et là il a sorti la première version Git. Et au bout de quelques années, avec la communauté, c'est devenu un outil incontournable dans le marché. Et au bout de certains temps même, ce qui est marrant à la fin, c'est même BitKeeper est devenu gratuit à la fin. Voilà entre parenthèses l'histoire de Git. Donc Linus Torvalds, pour créer Git, il s'est inspiré des problématiques de BitKeeper. Donc Git, ce qu'il apporte de plus, c'est la vitesse. Oula, excusez-moi, je vais juste mettre... Avant de passer aux commandes, juste activer le stylo, voilà. Donc il y a la vitesse, il y a la conception qui est plus simple, il est distribué, c'est le cas de BitKeeper aussi, hein, mais Git aussi il est distribué, et aussi sa capacité à gérer des gros projets, notamment comme le noyau Linux. Donc avant de passer aux commandes Git, j'aimerais bien vous expliquer, on va dire, grosso modo comment ça marche Git. Dans Git, vous avez un serveur. Bon, on met notre Git. Et on a les clients. Donc on va prendre le dev 1, on va dire, et dev 2. Deux machines voilà, différentes. Donc le dev 1, il va cloner son repo. On verra cette notion repo hein, plus tard. Donc il va cloner le code, on va dire, en local chez lui. Il peut travailler et faire ses commits, mais tout ça, ça se passe en local en fait. Donc s'il fait des commits, ça reste en local. Ici. Même s'il y a une coupure réseau, le dev peut continuer à travailler sur sa propre machine. Il aura l'historique, avant que ça s'est coupé bien sûr, il aura l'historique de toute la branche, son code il peut le commit en local, sans aucun problème. Chose qui était impossible avec un source control qui est centralisé. Voilà. Donc une fois qu'il aura fini, la connexion est revenue, donc là, il fait un commit, ça commit en local, et dès qu'il fait un push, hop, c'est là où il va pousser son code dans le serveur. Donc si le dev2, il va faire ce qu'on appelle un pull, pour récupérer la dernière version, il va récupérer le code de son collègue. Donc là, il aura la dernière version du code, qui fait un pull. Et voilà, pareil, il va travailler, il va faire son commit. Une fois qu'il aura fini, il fait un push, après avoir mergé et tout. Hein. Et là, on n'a plus les problématiques de fichiers loqués, comme on a sur le centralisé. Hein. Donc il n'y a plus ces problématiques-là, chacun prend sa branche en local, il a tout l'historique, et voilà. Tout le monde travaille tranquillement. Voilà, ça c'était juste pour expliquer un peu le principe de comment fonctionne Git. On verra dans la partie démo en détail tout ça. Voilà, donc je vous ai mis un peu quelques commandes Git ici, donc git init, clone pour cloner un repo, git commit, git push pour passer le code, git pull et git branch pour lister les branches. Voilà. Sur internet vous trouverez toutes les commandes dont vous avez besoin. Azure Repo. Donc l'Azure Repo,
Alors, dans cette formation, on va travailler sur Azure DevOps. Et le repo, il faut le voir juste comme l'endroit où tout l'historique de votre travail est stocké. Hein. Voilà, c'est comme un répertoire, hein, où vous mettez toute l'arborescence de votre projet. Et du coup, on a deux types de repos. Donc, on a le projet de type monorepo ou multirepo. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de règle, c'est libre à vous comment vous vous organisez. Si on prend l'exemple d'un projet, par exemple, vous avez une API back, juste une API back, et vous avez par exemple un job qui tourne chaque nuit. Vous avez deux projets en gros. Donc là, on peut mettre un monorepo, ça va nous permettre même de partager certaines DLL, certains projets en commun entre les deux projets. C'est très utile d'utiliser le monorepo. Par contre, pour le multirepo, si je vous donne un exemple, par exemple, vous avez un projet où vous avez une application mobile, une application web, tout ce qui est back, des API. Donc là, ça serait bien peut-être de séparer les trois. Vu que généralement, il y a trois équipes qui bossent ensemble, l'équipe front, back ou équipe mobile. C'est bien de séparer les repos, ça apporte, voilà, de l'organisation et c'est plus clair, hein, et c'est plus simple à maintenir. Voilà, donc là, c'est vraiment à vous de voir. Gitflow. Alors, donc, Gitflow, c'est un standard pour gérer les branches. Donc là, je vous ai pris le schéma qui est classique, qui est connu, hein, c'est vous écrivez Gitflow, voilà, généralement c'est ce schéma que vous avez. Donc c'est un standard, voilà, vous pouvez ne pas l'appliquer à la lettre, mais si vous l'appliquez comme tel, il va répondre à 80% des problématiques. Mais voilà, libre à vous de l'adapter à votre sauce. Donc, dans Gitflow, il nous faut quoi? Donc, au moment où vous créez un repo, si vous avez plusieurs environnements, généralement vous avez l'environnement dev, l'environnement UAT pour tester, il y a votre équipe test qui va faire leur test, et vous avez la prod. Donc généralement on met la branche master pour la prod, et les branches release pour tout ce qui est test, et develop pour les développeurs. Donc voilà, on a ces trois branches à la base. Donc T0, on va dérouler un use case. Hein. Donc à T0, on crée la branche master, le projet vient de commencer. Voilà. Ensuite, à partir de master, on crée la branche develop. Donc là, à cet instant-là, le code qui est là, il est là. Supposons qu'on a initialisé le projet, le template et tout. Hop, on crée une branche develop, elle contient le projet de master. Là, on est en agile, hein, bien sûr. Le DevOps et tout, ça marche avec l'agilité. Donc vous avez votre PO qui arrive avec son backlog, vous avez priorisé et tout. Donc chaque développeur a des features à développer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? À cet instant-là, on va créer, pour chaque feature, une branche. Donc, le développeur va créer une branche avec le nom de la feature. Donc c'est bien de faire feature / le nom de la branche, par exemple, facturation. C'est une feature qui s'appelle facturation. Donc le développeur, il commence à développer. Il peut être seul ou avec d'autres développeurs dans cette branche, c'est pas un problème. Dès qu'il termine son développement, la bonne pratique, c'est que il merge développement chez lui, il compile, il teste, il voit que si tout va bien. Ensuite, il fait ce qu'on appelle une pull request. Une pull request, c'est une demande de changement, en fait. Donc, personne ne peut pousser de code sur develop. C'est une branche qui est verrouillée. On verra dans la démo. Donc, il faut faire une demande pour pousser le code vers develop. Et c'est le tech lead qui va faire une review du code, valider si tout est bon. Et là, dès qu'il accepte, le code va être mergé sur develop. Une fois que c'est fait, on envoie à la branche release. Cette branche, on considère qu'elle va déployer sur l'environnement de test. Hein. Donc les testeurs, ils vont tester. Ils vont dire, tiens, il y a des bugs. Allez, supposons qu'il y a un bug. Donc pour corriger le bug, on va tirer une branche, la même, hein, sur la branche principale, hein, enfin la branche principale de la feature. On va corriger le bug. Pareil, on fait un petit merge quand même avec develop pour récupérer la dernière version. On corrige notre bug. Après, on le renvoie vers
dev et release. Et une fois que c'est fait, c'est les tests, ils valident, à ce moment-là, on envoie un master. Et pareil pour les autres fonctionnalités ici. Donc s'il y a des bugs qui arrivent, toujours, à partir de feature, on corrige et on envoie vers dev, ensuite vers release. Ou on peut faire autrement aussi, on peut corriger sur, on tire une branche. Il y en a qui font ça, après voilà, chacun sa méthode, hein. Je vous ai dit, il n'y a pas de règle fixe, mais vous pouvez tirer une branche de release, vous faites votre correction, ensuite vous mergez sur dev et release, ça marche aussi, hein. Donc, libre à vous, hein, de voir comment vous organisez. Dans le cas d'un hotfix, supposons qu'on a déjà déployé et on a un problème en prod. Il faut corriger rapidement, il y a un blocage. À ce moment-là, on crée les branches hotfix. Donc là, on tire une branche à partir de master. Ici. Alors, je sais pas ça. Voilà, petit blocage. Voilà, on tire une branche à partir de master. Ensuite, on corrige le hotfix. Une fois que l'hotfix est corrigé, on envoie... Ah non, désolé, hop, j'active juste le stylo ici. Pourquoi il s'active pas? On envoie le code vers dev et on merge aussi sur master. De cette façon-là, le code sera mis dans dev pour que les autres développeurs récupèrent cette correction. Et là, on redéploie sur master. De toute façon, vous allez voir ces détails-là dans la démo, hein. Voilà, les pull requests, comme je viens d'expliquer, c'est quand on a une branche qui est verrouillée, on veut pas que les gens committent directement sur cette branche, on met un système de pull request qu'on va voir dans la démo. Donc, quoi ça consiste, c'est quand on développe une feature sur une branche, on demande une validation avant de l'envoyer sur une autre branche. Ça permet de faire une discussion et approbation ou non du tech lead, comme on a vu précédemment, et de merger une fois que le changement est approuvé. Donc, dès que le tech lead dit que c'est bon, on a un seul bouton, le merge se fait automatiquement. Pourquoi on fait ça? C'est déjà pour informer le reste de l'équipe des changements effectués, ça permet de faire une review du code aussi, et surtout protéger la branche cible, hein. Donc on veut pas que n'importe qui envoie du code sur un master par exemple. On dit le passage d'un master, il faut qu'il se fasse par la validation du tech lead. Voilà, on veut pas que n'importe qui envoie du code sur la branche master. De toute façon, on va voir tout ça dans la partie démo.